Bonsoir à tous et bienvenue pour le 14e numéro de Behind the Ring. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir un monument vraiment de l'histoire de la boxe anglaise en France, Julien Lorcy, champion du monde WBA de 99 à 2000. Il a boxé 62 fois en professionnel avec 56 victoires et 2 matchs nuls, donc c'est une carrière énorme à son niveau. Il a beaucoup d'histoires et d'anecdotes à nous raconter. C'est un personnage vraiment marquant de la boxe dans notre pays. On va l'accueillir aujourd'hui. Salut Julien. Salut à tous. Comment vas-tu? Jusqu'ici, tout va bien. Super, eh ben, c'est très bien. Écoute, je suis vraiment ravi que tu puisses partager ce moment avec nous. Je voudrais déjà te remercier de ta présence et vraiment, c'est un premier hommage qu'on va te faire en parlant un peu de ta carrière. Donc, on va repasser un peu au travers de l'histoire avec toi. Tu vas nous raconter plein de choses pour essayer aux plus jeunes de raconter un peu ce qu'était la boxe déjà par le passé. Pour les gens qui ne te connaissent pas bien, Julien, est-ce que tu peux te présenter donc de manière perso, puis ensuite tes débuts, puis ta carrière de manière chronologique? Alors, moi, j'ai 48 ans maintenant. J'ai boxé à l'âge de 10 ans. J'étais champion de France minime, cadet, junior, senior. Ce qui est rigolo sur le coup, c'est que tous les arbitres d'aujourd'hui, qui sont en poste aujourd'hui, ils ont commencé comme moi. J'ai commencé la boxe aussi. Oui. Et tous les entraîneurs d'aujourd'hui, c'est des anciens partenaires d'entraînement ou des mecs comme ça. Donc moi j'ai fait les Jeux, donc j'ai fait ce qu'il y a de mieux en amateur. Oui. J'ai fait les Jeux Olympiques, j'ai fait 14 compétitions Oui. internationales. On précise les JO de Barcelone 92, hein? Exactement, Barcelone 92. Et là où je perds en quart de finale, alors que normalement je devais être en finale contre Oscar de la Hoya. Oui. Pourquoi? Parce que j'avais gagné un peu comme Alexis Vassine. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas de demi-finale parce que le mec était coupé. Et donc je devais faire les finales olympiques contre de la Hoya. Bon, c'est pour ça que ça change la vie d'un jeune quand tu commences dans le sport. Après, un, un petit peu après, donc je suis passé professionnel. Et je suis passé après dans une super structure, ça s'appelait le PSG. Oui. Paris Saint-Germain Boxe. PSG Box, à René Aquaviva. René Acoiva, il y avait Khalid Railou, Oui. qui est directeur aujourd'hui de la Fédération marocaine de Marocaine, boxe. exactement. Il y avait Jamel Patrice Lifa, Aouissi, Jamel Lifa, voilà, on est tout à, Saïd Benagem qui est Saïd entraîneur Benagem, aujourd'hui. Boxy d'Aubervilliers. Ouais. Exactement. Donc voilà, donc on a toujours des beaux contacts. On s'appelle de temps en temps. Et voilà quoi. Donc et moi j'ai comment on s'appelle. J'ai fait 62 combats pro, 2 matchs nuls, deux matchs nuls dont le premier match nul, il a été numéro 2 aux États-Unis dans les plus grands classements à l'époque de Marvin Hagler, Léonard, etc., etc. Donc voilà. Donc par contre, la nouvelle génération, l'ancienne génération comme nous qui ont plus de 40 ans me connaissent, mais la nouvelle génération me connaissent plus Eh parce que j'ai oui. proposé à Bouba et à Rof de se rencontrer sur un ring. Puisque tous les deux se disent fans de boxe pied-point et ils se sont rendus compte qu'à la fin, ils veulent pas se battre. C'est tout. Ok, très bien. Pour revenir un peu sur le passage que tu as expliqué sur les JO de Barcelone, la carrière, elle s'est jouée à pas grand-chose parce que tu dis, si tu boxes de la Hoya en finale et que tu es médaille d'argent ou médaille d'or, ta carrière à ce moment-là, elle bascule. Tu passes aux États-Unis. Ça s'est joué vraiment à rien à ce moment-là. Mais c'est là où tu te rends compte qu'en définitive, comme avait eu Alexis Vassine, deux refus, 2 escroqueries, j'ai eu les mêmes. C'est ce qui nous liait d'ailleurs avec Alexis Vassine, c'est que moi je me suis fait arranger aux Jeux Olympiques et lors de mon premier Chepas du Monde à Paris, à la Halle Carpentier. Oui. Et ça a eu des incidences considérables sur ma vie en général. Et je vais même vous dire un petit secret. Et vous savez comment comment on fait un Chepas du Monde en France? Je boxe le 28 janvier 1999, avant le combat Jean-Baptiste Mendy. Et comment que le combat il était monté? En fait, il y a des gens qui viennent vous voir comme dans le football du monde entier. Et là, j'ai quelqu'un qui venait me voir de Las Vegas. Il vient de Las Vegas, t'as un copain promoteur. Et il a dit, ouais, alors s'il n'était pas en forme, etc., j'ai eu des problèmes d'entraînement, j'ai eu des problèmes de logistique, etc. Et il dit dans un bon jour, il a frappé. Et Mendy, ce soir-là, lui, il rencontre Sicurella, un Argentin. Il boxe, la salle est pleine. Jean-Baptiste Mendy est un grand champion et tout et tout. Et le lendemain matin, au débriefing, il dit ouais, alors s'il a pas fait pas un grand match et tout et tout.
il discute avec le promoteur Michel Eloué-Caillès, Oui. et il leur dit, dans un bon jour, Lorsil attrape Mendy et il arrache la tête. Et ils ont fait un pari de quelques millions d'euros, quelques milliers d'euros, donc je dirais pas parce que en France, on Bien n'est sûr. pas prêt à avoir Ouais. des chiffres. Et ils m'ont appelé dans la foulée, et puis le combat s'est fait. D'accord. Et moi, ce qui s'est fait, c'est que moi, je connais trop la mentalité française. Donc, je me suis excentré, je me suis entraîné au Royaume du Maroc sur Agadir. D'accord. Très bien. Très bien. Voilà. Aujourd'hui, Julien, tu as une carrière qui est fournie. Tu as 62 combats, 58 victoires, 2 nuls. Est-ce que tu peux nous parler déjà du premier nul qui est marquant, je sais, pour toi, contre Castillo à la Halle Carpentier? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé ce jour-là? Ben, ce qui s'est passé, tous les juges, c'est des Stevie Wonder, Ray Charles et Andrea Bocelli. Il y a que qui ont vu que j'étais match nul. Le monde entier m'a vu avec 7 points d'avance. Ouais, ouais. D'ailleurs, le journal L'équipe, il m'avait 7 ans. Mais c'est comme je disais, c'est ce qui est incroyable. Là, sur l'impact d'une carrière d'un boxeur, vous vous rendez compte que j'aurais boxé sous la Tour Eiffel contre comment il s'appelle, Nassim Hamed. Prince Nassim Nassim Hamed. Hamed. Ouais. Exactement. Ah ouais. Vous voyez, ça sert à rien. Ça va sur un pari que tu deviens champion du monde. Ouais. Et d'un autre côté, ça devient sur une décision d'arbitre de pas de consacrer champion. Bien sûr. Ouais, ouais, clairement. Si je te demande ton plus beau souvenir, Julien, de boxe aujourd'hui, c'est quoi ton plus beau souvenir? En amateur ou en En pro? pro, en pro. En pro, c'est le souvenir que j'ai, c'est que moi je suis devenu un grand boxeur parce que j'ai eu plusieurs entraîneurs. J'ai eu l'entraîneur de Aïe Bazooka Quarté, Oui, j'ai eu l'entraîneur du vice-champion olympique David Aizonrité. Moi, mon ami, c'était Ghanéen Quarté. oui, Et Quarté, on s'entraînait ensemble, on a boxé à Saint-Martin, etc., etc. Et je boxe à Las Vegas, à Rudigbo Holyfield, oui. dans les combats. Et dans mon vestiaire, j'avais un sponsor, et puis il arrêtait pas de se décoller. Aïe Bazooka Quarté, il est parti, il est cherché du fil et de l'aiguille, et c'est lui qui m'a cousu mon sort de Magnifique. le champion olympique des poids super Walter, champion du monde, Ouais, de ouais. champion du monde, WBA, et il te coûte ton short, alors t'es un petit, quoi, t'es un petit professionnel. C'est génial. On rappelle pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire de la boxe, Ike Quartey, c'était un énorme champion dans les années de Julien, qui était ghanéen, qui a boxé aux États-Unis les meilleurs. C'était un super boxeur, mais il avait une humilité incroyable pour le soir d'un gala, recoudre le sponsor de Julien. C'est absolument fascinant comme histoire. C'est mon frère. D'ailleurs, moi, je vais partir en Afrique très prochainement, Ouais, on va en parler. dans l'année qui vient. Voilà. Et donc, je vais m'appuyer sur les contacts que j'ai, qu'ils soient présidentiels ou qu'ils soient dans les autres, pour travailler. Avec Bazooka Quarté, je sais qu'il a remonté au pays. Oui, Je vais appeler la fédération, je vais aller au Ghana, je vais passer, je vais le voir. On va travailler aussi. Comme Souleymane Mbaye, qui a une salle de boxe au au Sénégal, Sénégal, on va absolument. travailler ensemble. Très bien. Voilà. Super. On va venir après à ce sujet, Julien, parce qu'il y a plein de choses à dire sur. Je sais que tu es très proche de l'Afrique. Il y a plein de choses à raconter sur ton avenir. On va développer ça. Je voudrais aussi que tu nous parles du championnat du monde contre Jean-Baptiste Mendy. Donc, c'est la première fois en France que vous avez rempli Bercy comble. Et je dis bien, c'est le grand Bercy. C'est absolument incroyable ce qui s'est passé ce soir-là. T'étais pas favori, mais tu as remporté le titre. Je voudrais que tu nous racontes cette histoire du championnat du monde contre Jean-Baptiste Mendy. Alors, l'histoire est très simple. Vous avez un blanc petit, vous avez un noir grand. Les opposés s'attirent. C'est un petit peu. Donc on en a fait. Il y a eu Wari Amri Oui, qui a mis un peu de piment. son entraîneur L'entraîneur de qui Jean-Baptiste était Mendy. très Excusez-moi, charismatique. ouais, j'arrête de passer. Absolument. Voilà, très charismatique. Que moi j'ai connu quand il est venu à la salle de Roger Betsaïd en tant que apprenti et tout et tout. Après, il a battu. Moi, je l'ai connu quand il était en équipe de France. Donc, il peut pas me la faire à moi, Wari Amri. Et puis voilà. Donc, le combat s'est fait. Je gagne KO au sixième Sixième, ou au ouais, je me septième, je rappelle crois. bien. J'y étais. KO 6. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, le combat, le combat, il a été ce qu'il a été. On a pris une technique. Grâce à Dieu, ça a bien marché. Bon, Jean-Baptiste Mendy avait une technique qui était propre, qui voulait partir après le septième round, après le sixième round. Nous, on a fait l'inverse. Ouais, On a commencé dès le départ. ouais, ouais. Donc, il a été usé. Et puis bon, notre manière de travailler a été meilleure que la sienne. Mais aujourd'hui,
aujourd'hui, moi, je pense qu'en boxe, on est mais loin des Américains, mais laisse tomber, laisse Ouais. tomber, laisse tomber. Hmm. Juste, C'est-à-dire que les mecs, ton point de vue va nous intéresser, justement, si on va développer après là-dessus. d'accord, pas de souci. Je, je- je- Et donc, je t'en prie, vas-y, je t'en pour, prie. pour en venir Mendy, pour oui. Mendy, après, c'est rigolo, c'est parce que, comme je vous ai dit, le combat s'est fait sur un pari. Ouais. Michel et Wekes, ils m'ont appelé, alors mon fils, ça va, mon fils, on peut te voir et tout, et tout. Et moi, j'ai signé contrat directement. On s'est arrangé financièrement. Et moi, j'ai signé directement. Quand je suis rentré voir mon père, il avait peur de Jean-Baptiste Mendy parce qu'il fait 1m80 et quelque chose. Et puis, il est gaucher et tout. Et donc, moi, je dis, voilà, j'ai vu Michel Wekes, j'ai signé contrat, Mendy, tant d'argent et tout, et tout. Oui, t'es complètement fou, et tout, tu vas te monter, il va te tuer, et tout. Je vais casser la tête, tu vas voir. C'est pas, Jean-Baptiste Mendy, j'ai des bons rapports avec lui. Ouais, ça se Mais à fait l'époque, rien. c'était mon père. C'est mon père, c'est quelqu'un d'assez spartiate. J'étais obligé de dire de moi un peu cru. Et en fait, Jean-Baptiste Mendy, moi, je le connais parce que j'ai mon frère, qui mon frère est de la génération de Jean-Baptiste Mendy, 4 ou 5 ans de plus que moi. Hmm. Et donc, Jean-Baptiste Mendy, ils ont failli se rencontrer. Et moi, il m'a jamais fait peur en tant que boxeur, Hmm. Jean-Baptiste Mendy. Mais je me suis jamais entraîné avec lui. Et c'était une bonne opportunité de laisser le titre en France, de toute Bien façon. sûr, ouais, clairement. Ça reste un des meilleurs souvenirs qu'on a eu de la boxe pro en France, je le confirme. Et ils ont voulu faire, le Michel et Wegales ont voulu faire pareil avec Vitu et Soro. Oui, Mais c'est pas c'est pas la même les mêmes époque déjà, c'est protagonistes. pas la même époque, ouais. Et c'est pas la même époque. Hmm. Et quand on nous dit que la salle était pleine, la salle n'était pas pleine. Moi, j'étais sur place, elle était pas pleine, la salle. Le, quel regard justement, Julien, c'est intéressant ce que tu dis. Quel regard tu portes sur la boxe d'aujourd'hui, sur les boxeurs d'aujourd'hui, comparé à votre époque? L'époque a beaucoup changé, des choses ont évolué. Quel regard tu portes en tant qu'ancien sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la boxe en général? Alors, c'est pas la boxe qui a changé, c'est le monde qui a changé. C'est vrai. Je vous rappelle que dans les années 80, quand on a eu Mike Tyson, euh, quand il y avait le Bronx à New York, il y avait le Bronx, c'est un peu comme en France. Tu travaillais pas, tu mangeais pas. Oui. Aujourd'hui, on gagne 485, on regarde le RSA, etc. Il y a une avancée au niveau des pays en voie de développement, comme enfin les pays industrialisés, comme la France, les pays américains, et tout, etc. Donc il y a eu, on en a beaucoup moins faim. Donc on a des boxeurs qui sont pas dire moins bons, mais qui sont moins fins dans la dureté des efforts. Nous, les gens du voyage, on a encore quelques bons boxeurs. Parce que nous, notre vie, c'est un combat permanent. Quand tu vas sur une place, etc., on te jette. Bon, il y en a qui font pas des choses proprement. Mais bon, c'est un peu pareil. Les gens, ils ont besoin de s'identifier et de se montrer aussi. Donc, la boxe, c'est un moyen d'arriver au sommet et gagner de l'argent aussi. Hmm. Mais tu penses que les boxeurs de votre époque, ils étaient plus en connexion avec la réalité que les boxeurs d'aujourd'hui? Tu penses ça? Moi, je pense que les boxeurs d'aujourd'hui, on a des bons boxeurs. Le petit Nordino Bali, Oui, le exceptionnel. premier, Oui. exceptionnel, qui est pas connu du tout parce que c'est une petite catégorie. Et effectivement, les petites catégories, bah, on n'en parle pas. C'était pareil avec Montero à l'époque. Oui. Il était champion du monde et on n'a pas entendu parler. Hmm. Quand tu parles des gens, des 5-6 boxeurs que tu connais, ils vont te dire Benichou, Lorsi, Hmm. Chozo, Fabrice, Christophe, Hmm. et ils vont te dire Asloum, Ouais, et ils peuvent venir de Cerdan, voilà, ils peuvent venir de Cerdan, Boutier, voilà les 7 premiers qu'on va dire. Mais un mec comme Antoine Montero, qui était pas coq, personne n'en parle. bien sûr. Anakle Wamba, qui a fait À la 17 Clément, championnats du monde, qui était chez Michel oui, Ouekariès, oui, 17 championnats du monde, 17 défenses du titre, il a connu au bataillon. bien sûr. Oui, il était avec Bernard D'Ambrosio, notamment son entraîneur, ouais. Exactement. Exactement, ouais, que j'ai bien connu. Voilà. Julien, comment se passe la vie actuelle? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui après ta carrière de boxeur? Et quels sont tes plans et tes projets pour les prochaines années? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Alors, actuellement, je suis en train de monter une marque de vêtements sur le thème de la boxe, sur la boxe. Hmm. Une marque assez classe, un peu l'Eden Park au thème de la boxe, qui s'appelle World Boxing. Hmm. Et je vais surtout les exploiter en Afrique. D'accord. Parce qu'en Afrique, c'est beaucoup plus facile et puis ils sont demandeurs d'articles de boxe et puis de choses différentes. Bon, je vais commencer par la Côte d'Ivoire. Dans la foulée, j'ai des connexions au Congo. Et après, je vais impacter. Et mon objectif, c'est de déménager en Afrique et de monter des salles de boxe pour monter des guerriers pour les confronter aux Occidentaux.
Voilà, D'accord. c'est ça mon projet dans les 4-5 premières années. Très bien. Et ton projet long terme, alors je sais que tu es très proche de l'Afrique, bon, c'est le continent de l'avenir, hein, il se passe beaucoup de choses là-bas et il y a du potentiel clairement pour la boxe. C'est quoi ton avenir en connexion? Tu m'as avoué hors antenne que tu voulais vivre en Afrique. C'est quoi tes plans pour l'avenir dans le cadre de développement du sport que tu as envie de faire avec eux? Alors moi, j'ai proposé mes services à beaucoup de pays, mais beaucoup de pays comme l'Algérie, il y a des pays qui sont en voie de développement. Le problème, c'est que ça change assez rapidement de gouvernement et souvent on t'oublie, etc. Moi, j'ai été marié avec une franco-congolaise et désormais, je suis marié avec une ivoirienne. Bon. Donc, de toute façon, j'ai une promesse d'embauche de réforme du sport sur le Congo-Brazzaville. Je sais pas si ça va aboutir ou quoi, mais de toute façon, d'une façon ou d'une autre, moi, je déménage après que ma femme est enceinte, donc elle va accoucher au mois d'octobre ou au mois de novembre, et je pense que l'année prochaine, à cette époque-là, je serai au minimum soit à Pointe-Noire au Congo, ou sinon je serai directement à Abidjan. D'accord, super. Et l'idée, c'est de promouvoir la boxe là-bas, ce que je sais faire le mieux. Donc, c'est d'organiser régulièrement, en accord avec la fédération locale, pour monter Après, c'est prendre les meilleurs, être directeur d'éthique nationale de l'équipe ivoirienne de boxe ou congolaise de boxe, et faire des allers-retours. Dans les premiers temps, si c'est au Congo, on va se battre, on va faire le championnat du Congo, et après, on fera on se battra avec les pays d'à côté, comme le Cameroun, et j'ai des connexions avec Roger Mila, qui est au ministère des Sports. Après, on se battra avec les Centrafricains, on se battra avec tous les frères qui sont à côté. Et si c'est en Côte d'Ivoire, on se battra avec tous les pays qui sont autour. Très bien, Julien. Voilà. Une dernière Et question avant de clôturer. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce que après une carrière aussi fournie que tu as fait, est-ce que tu regrettes aujourd'hui quelque chose? Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais voulu faire différemment? Un truc, si tu pouvais remonter dans le temps, qu'est-ce que tu aurais envie d'effacer? Qu'est-ce que tu regrettes aujourd'hui? je regrette que après la boxe, quand je suis parti vivre au Royaume du Maroc, en 2003, j'étais encore en France, et j'ai émigré au Maroc en 2004. Et un jour, à la Fédération française de boxe, il y avait quelqu'un qui m'a dit, t'as des droits en boxe. J'ai des droits de quoi? Ben, elle me dit, t'as cotisé et tout et tout. J'étais voir une personne, et cette personne-là, il m'a dit que sur 62 combats, j'ai 6 combats qui ont été cotisés par les petits clubs. C'est-à-dire que vous parlez, on fait une interview avec le plus grand travailleur au noir de France, qui est passé à la télévision, j'ai travaillé au noir toute ma vie. Parce que personne, la Fédération française de boxe, a fait gain des charges aux promoteurs. D'accord. Donc là, on va bientôt être en procès avec la Fédération française de boxe. Mais c'est pas pour ça. Voilà. Donc mon regret, c'est ça, c'est que je me sens trahi par les gens à qui j'ai donné ma vie. J'ai fait ce sport avec les moyens que j'avais, avec ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu donner. Et malheureusement, je me sens trahi à ce niveau-là, quoi. Très bien. Et on est revenu sur 30 ans en arrière, hein. Donc c'est pas de la faute des présidents. Je dis, c'est quelque chose qui doit se situer depuis très longtemps, et c'était comme une mesure de continuer l'escroquerie, quoi. C'est tout. Et là, on essaie de rencontrer Roxana Maracineanu, mais c'est un dossier qui pue, donc elle veut pas, parce que moi, je vous parle de milliards d'euros. Je parle de milliards d'euros de CSG, de RDG. On est revenu, on a monté le dossier, ça fait plus de 30 ans en arrière. De 30 ans en arrière que il y a des boxeurs, par exemple, comme Khalid, comment il s'appelle, celui qui a boxé, celui qui était en finale des Jeux Olympiques face au grand boxeur des poids plumes, là, Lomachenko. Jelkir, Kedafi Jelkir. Voilà, Jelkir, il a connu dans les professionnels. Pourtant, il a fait 7-8 combats. Oui. Il y a des boxeurs comme ça, comme Jérôme Thomas, et ils sont inconnus en tant que professionnels. Donc, c'est-à-dire que si demain il y a quelqu'un qui meurt, ils sont pas reconnus en tant que professionnels, il y a des problèmes. Et d'ailleurs, pourquoi je quitte la France? Parce que malheureusement, en France, on a une mentalité les organismes qui sont faits, ils savent tout, on peut rien leur apprendre. On n'a rien à apprendre. C'est-à-dire que quand il y a eu la fédération professionnelle de boxe, moi, la première chose que j'étais le premier à parler, c'était Maillard Monchipour.
qui m'auditionnait. qu'on reçoit lundi pour info. On le reçoit lundi. Voilà, voilà, vous passerez besoin de ma Ça part, c'est un marche. super Ouais. mec. Et il me dit, je lui dis, ouais, je comprends pas. Comment ça se fait que vous, fédération, vous devriez in- informer le boxeur professionnel qui change de catégorie financière. Mhm. Parce que quand tu es amateur de boxe et que tu gagnes les Jeux Olympiques, tu ne payes pas d'impôts, puisque c'est de l'amateurisme. Mais quand tu arrives au professionnel de boxe, tu déclares une déclaration 2035 et tu es assujetti au registre des commerces et des métiers par un numéro de SIRET. D'accord. Voilà, en tant que professionnel, tu n'es pas obligé de monter une auto-entreprise, comme certains veulent vous faire croire. Donc, vous êtes professionnel de boxe, à partir du moment où vous avez une licence professionnelle, mais votre statut professionnel change, financier change. Vous pouvez déclarer vos frais de déplacement, de train, machin, les frais de bouche, de manger, les d'articles box, etc. Et tout ça, on vous explique pas. Donc, vous êtes pris comme ça dans une vague. Et puis, en fait, donc, par exemple, le moyen de Monsieur M. Tout le monde, il fait les championnats de France, il devient champion de France sur un malentendu, parce que c'est pas un bon boxeur. Donc, il y a les mecs, ils disent, bon, ben, les Allemands, ils disent, bon, ben, super, celui-là, il est pas terrible, on va le prendre pour faire une défense terrible. Du coup, il fait sa défense, encore comme il frappe, il met KO l'autre, il a gagné 50 000, il a fait, je sais pas, France, il a gagné 8 000, ça fait 58 000. Le mec, il a rien déclaré, et dans l'année, les impôts ils arrivent, ils tapent à ta porte, ils reprennent tout ce qu'il a pris. Tu veux dire, D'accord. voilà, c'est du rôle de la Fédération française de boxe de nous expliquer qu'on change de statut fiscal. D'accord. Et personne n'a voulu, ouais, on m'a dit, vous n'êtes pas pareil, vous, monsieur Lorcy, et je suis parti, mais je suis parti. Voilà. D'accord. Écoute, Julien, c'est vraiment passionnant d'avoir entendu ce récit d'ancien avec toi. À titre personnel, je voudrais te remercier d'être là. Je voudrais que tu Le saches que service. moi, je fais de la boxe depuis 30 ans et que la première fois que j'ai assisté à un combat de boxe anglaise professionnel, eh ben, mon entraîneur, il m'avait emmené voir ton combat contre Jean-Baptiste Mendy. C'est la première fois que j'ai vu un combat de boxe en vrai, Et c'était ben, ton toi. entraîneur, il avait du goût. Eh ben, c'est clair. Mais c'est la première fois que j'ai vu, donc je suis très honoré vraiment d'avoir pu échanger avec toi. Vraiment. Je te remercie pour Ben, ton moi, temps, Julien. ben, à ton service. Et la boxe, n'oubliez pas une chose, c'est pas un sport qu'on doit défendre, c'est un sport qu'on doit expliquer aux gens. Clairement, tout à fait. Merci à toi pour ton temps. Merci à toi d'avoir À votre transmis aux service. anciens ces paroles. Je remercie tous les spectateurs qui nous ont suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver l'interview de Julien pendant 24 heures dans la story Instagram si vous souhaitez la revoir. N'oubliez pas que vous pouvez regarder toutes les émissions et toutes les interviews de Behind the Ring directement sur notre chaîne YouTube.